pour un total de 1200. S'il est vrai que cette diminution des effectifs est liée à la situation sécuritaire de la Centrafrique, cet éventuel départ est-il un pas vers la paix? C'est la grande question que nous nous posons en ce vendredi. Mesdames et messieurs, c'est donc le menu du Mérite panafricain édition de ce vendredi. Vous le savez, l'émission, nous sommes en multiplex avec Bruxelles et bien sûr N'Djamena, d'où nous attend Virginia Bendima. Virginia, bonsoir et merci de partager ce vendredi encore avec nous du côté de N'Djamena, bien sûr. Merci. Bonsoir Mohamed Ladang Béchir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Mérite panafricain. Eh bien, Bachir, aujourd'hui, j'ai sur ce plateau monsieur Laldin Narcisse. Bonsoir Narcisse et bienvenue sur le plateau du Mérite panafricain. Bonsoir Virginia, bonsoir à tous les panafricanistes et je salue particulièrement ma nièce Judith de Mogodé, docteur en pharmacie et propriétaire de la pharmacie du Salut. Monsieur Narcisse, eh bien, nous avons encore 5 ans à liste pour le trophée, pour la compétition, pour le trophée du Mérite panafricain. Si je choisis, par exemple, Mugabe, pour vous, s'il fallait convaincre les téléspectateurs à voter pour lui, que diriez-vous? Moi, je pense que Mugabe est un panafricaniste convaincu, parce que Mugabe est la tête de la lutte pour amener les Britanniques à octroyer l'indépendance à son pays. Avant son pays, c'était la Rhodésie du Sud. Et la Rhodésie du Nord était la Zambie. Et entre-temps, c'était David Kenneth Kaunda qui prenait la tête de cette Rhodésie du Nord. Et la Rhodésie du Sud, c'est Mugabe qui a fait face aux Blancs. En dehors de Mugabe, il ne faut pas aussi oublier Joshua Nkomo, Kana Banana, qui ont conduit la Rhodésie du Sud à accéder à la souveraineté internationale en 1980. Donc je pense que Mugabe est un panafricaniste, un visionnaire, quoi qu'on dise. Alors, on va revenir du côté de N'Djamena. Virginia, prenez votre mal en patience. J'espère que Fidel Teto et Janvier Bassine qui sont avec vous arrangeront notre petit souci. Ça va se faire. Mais pour ce plateau, ou plutôt pour celui de Bruxelles, Luc Michel nous attend de ce côté-là. Luc Michel, bonsoir. Merci d'avoir accepté de participer à cette édition du Mérite panafricain. Bonsoir à vous, mon cher Bachir, pour ce Mérite panafricain. Je salue évidemment les panélistes de N'Djamena et de Douala. Je salue tous nos téléspectateurs qui sont chaque jour les plus nombreux. Nos amis de toute l'Afrique qui sont heureux cette semaine parce qu'il y a enfin une bonne nouvelle. L'Union africaine a un nouveau président. C'est un panafricaniste, Idriss Déby Itno. Et également, je salue les téléspectateurs des autres continents. On nous suit de plus en plus dans les métropoles impérialistes, Paris, Berlin, Bruxelles, en Russie, en Ukraine, en Crimée. On nous suit aussi aux portes de l'Amérique, au cœur d'autres métropoles impérialistes, particulièrement nos amis québécois, de ce Québec que nous espérons un jour libre et qui se sent très proche du combat des peuples opprimés, puisque le peuple québécois elle-même combat pour sa libération nationale. Il y fait ce combat depuis maintenant plus de 2 siècles. Merci Luc Michel de nous rappeler donc qu'au Québec, on suit bien sûr Afrique Média. Ça nous donne, n'est-ce pas, envie de saluer Philippe qui nous appelle souvent de Montréal, lui, de ce côté-là. Alors, sur ce plateau donc avec moi, à l'extrême droite de la table, je vais commencer par vous, Monsieur Bahawa Bouba. Bonsoir déjà, vous êtes un panafricaniste convaincu, mais surtout auteur d'un très bel ouvrage. Le franc CFA et la secte terroriste Boko Haram doivent mourir. L'urgence d'une nouvelle monnaie africaine. Bonsoir. Bonsoir Bachir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, Bawa Bouba, nous avons une petite règle sur notre plateau du Mérite panafricain. Au hasard, je vais vous choisir un chef d'État. Vous nous dites les raisons pour lesquelles on devrait voter pour lui. Alors, vous séjournez très souvent au Tchad. S'il fallait parler d'Idriss Déby Itno en 30 secondes.
Oui, Idriss Déby Itno, incontestablement, est le leader panafricaniste de l'heure. Vous savez, c'est celui-là qui nous a marqué cette année. L'année passée, il a pris position ouvertement contre le franc CFA. Et vous savez qu'aujourd'hui, le malheur, 80% du malheur des Africains provient du franc CFA. Si aujourd'hui, un tel président, sur lui, le risque de s'opposer ouvertement à ce crime-là, je crois qu'il devienne le leader panafricaniste. Et nous devons attirer l'attention du peuple tchadien qui ira aux élections en avril, que l'Afrique compte sur ce monsieur dans son combat contre le terrorisme, dans son combat contre le néocolonialisme. Les panafricanistes ont besoin de M. Idriss Déby Itno pour mener ce combat à bien. Et c'est un message que les panafricanistes envoient au peuple tchadien. Voilà, jusqu'ici, il a donc un peu plus de 22% de suffrages exprimés. Alors, Baoua, vous parlez du CFA, vous parlez de Boko Haram, vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage, dont je citais tout à l'heure, le franc CFA et la secte terroriste de Boko Haram doivent mourir, l'urgence d'une nouvelle monnaie africaine. Est-ce que Roland a cette image avec nous, l'image de ce livre? Baoua, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que vous vous préparez pour un entretien où vous présenterez ce livre-là sur Afrique Média, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, la jeunesse de Maroua, victime de la guerre contre le terrorisme, contre l'organisation terroriste Boko Haram, a mis sur pied ce livre intitulé « Le franc CFA et la secte terroriste Boko Haram doivent mourir, l'urgence d'une nouvelle monnaie ». Ce livre sensibilise tout simplement la jeunesse pour une prise de conscience nationaliste et patriotique, mais aussi pose le débat qui doit être ouvert sur le franc CFA, sur cette monnaie, surtout à la veille des négociations qui sont annoncées. Nous constatons que les débats de plus en plus n'est pas visible sur nos médias. Ça nous pose un petit problème. Ici, dans ce livre, nous disons, quand on s'élève d'un produit qui nous revient cher, nous devrons chercher à savoir quel est son prix. Aujourd'hui, poser deux questions aux universitaires, aux médias, aux hommes des médias, aux hommes d'église. Où est fabriqué le franc CFA? Et l'entreprise qui fabrique le franc CFA, pour qu'elle fabrique 100 000 et donne au Cameroun, au Tchad ou au Bénin, quelles sont les conditions imposées par les accords léonins? Très peu de personnes vont vous répondre. Et donc, vous répondez à toutes ces questions. Nous répondons à toutes ces questions dans ce livre. On ne peut pas se plaindre du coût d'un produit et nous ne maîtrisons pas son coût. Cela veut dire que le débat n'est pas ouvert. Nous demandons aux médias d'ouvrir de plus en plus le débat sur le franc CFA pour que le peuple africain en 2016 ne soit plus ignorant de ce mal qui gangrène l'Afrique aujourd'hui. Voilà, donc l'interview, vous le retrouverez sur Afrique Média dans quelques jours seulement. Baoua Bouba qui s'exprime, il parle de ce livre-là. Merci en tout cas. Et sur ce plateau donc, en attendant qu'on nous fasse signe du côté de N'Djamena, on va accueillir quelqu'un d'autre. Il est, n'est-ce pas, ce panafricaniste, auteur de cette célèbre phrase, le panafricanisme est un humanisme. Les Africains le répètent à bout de chemin. Il le rappelle également que quand les forces endogènes entrent en concubinage incestueux avec les forces exogènes, eh bien le résultat est catastrophique. Jean de Dieu ici est avec nous ce soir. Bonsoir Jean de Dieu ici. Monsieur Mohamed Laden Bachir, je viens confirmer aux yeux du monde entier que vous êtes une compétence, vous êtes d'ailleurs la confiance, et donc on vous reconnaît la pertinence. Je crois que vous n'allez pas m'interdire, vous ne m'avez jamais rien refusé, je confirme que le panafricanisme est un humanisme, et que parmi nous, il n'y a pas de force endogène. Parmi nous, il y a la modalité de loyauté, de sincérité et de fidélité, parce que vous êtes debout pour la défense des intérêts de l'Afrique et de tous les Africains. C'est en cela que, avec votre permission, j'ai eu l'intention de saluer avec déférence un chef qu'on appelle Paul Biya. Il est la prééminence institutionnelle et diplomatique du Cameroun. Et je sors du Cameroun justement où l'élite
d'un département, le département de la Léké, à la suite des appels, des sorties d'autres élites, d'autres régions, viennent confirmer que M. Paul Biya devrait convoquer l'élection présidentielle en 2016. Et je crois que c'est encore un débat, parce que certains d'entre nous confirment que Paul Biya, il a l'autorité de l'âge, l'autorité de l'expérience, et donc l'autorité de la sagesse. Sagesse devant les problématiques qui nous concernent. L'école occidentale est un péché, le Boko Haram, ça ne devrait pas nous concerner. Maintenant, ces assaillants internationaux, cette armée informelle de la criminalité transnationale organisée s'est installée chez nous. Quelqu'un en parlait il y a quelques instants. En cela, je convoque toute l'élite de la diaspora, même si on reconnaît que dans cette diaspora, ils se déchirent entre eux. Je suis en train de voir la honte du côté du consulat de Marseille, consulat du Cameroun à Marseille, et c'est une honte entre le consul et ses employés. Il y a quelque chose qui sent du louche de ce côté. En tout cas, nous espérons que ça va s'arranger. Alors, puisque vous parlez du Paul Biya, Jean Dédé ici, qu'il fallait convaincre les d'Afrique Média, ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, de voter pour un dirigeant, celui qui mérite le plus le trophée du mérite panafricain. S'il vous était demandé de battre campagne pour Paul Biya, que diriez-vous? J'aurais beaucoup de difficultés, parce que dans le pays de Paul Biya, on ne peut pas facilement nous reconnaître comme étant capables de porter la voix de communicateur pour Paul Biya. On va de temps en temps chercher des gens, les Patricia Balm, qui ne nous servent véritablement à rien. On va parfois publier des pages à plusieurs millions, le journal au Monde, etc. Je pense que je ne sais pas si nous avons encore des arguments, nous autres, à parler de Paul Biya. Mais comme nous sommes Camerounais, comme nous pensons que Paul Biya est Camerounais, on peut avoir des arguments. Le premier argument est que les gens se sont arrangés dans le pays de Paul Biya à organiser la nuit des longs couteaux. La nuit des longs couteaux, c'est la bataille successionniste. Et ils ont commencé à piller le pays, à détourner des sommes d'argent, les détournements massifs des deniers publics. Et Paul Biya a mis en place une activité dans une politique publique qu'on appelle, que les journalistes ont appelé opération épervier. Cet assainissement des mœurs publiques, nous autres, nous avons dit à nos enfants que c'est un caractère pédagogique, c'est une vaste école. C'est un argument important. Il faut s'en inspirer. Paul Biya, dans sa lucidité diplomatique, a opté pour la diversité diplomatique. C'est-à-dire que Paul Biya accepte d'embrasser la Chine, la Russie, pourquoi pas l'Inde, et respecte bien ses anciens partenariats traditionnels, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre. Il me semble que c'est une option diplomatique digne d'intérêt pour les peuples africains. C'est une option qui peut permettre à votre invité Bouba, qui lutte contre le franc des colonies françaises d'Afrique, de revisiter fondamentalement, lui, avec lucidité, comment mettre en place les institutions financières en Afrique, comment mettre en place une monnaie africaine qu'on a appelée afro, et comment aller lutter contre la Cour pénale internationale. Et donc on peut voter pour Paul Biya? Non, on peut voter également pour Paul Biya. Le faire d'ailleurs. J'ai l'intention de vous dire le dernier argument qui est solide. Lorsqu'on avait vu des gens portant les sacs d'argent dans mon pays, portant les gilets pare-balles pour aller donner l'argent, pour aller libérer les otages, il y a eu un jour, Paul Biya a convoqué l'élite des régions du nord, de l'extrême nord et de la Damawa. Il leur a dit, je veux voir la femme, la religieuse qui est là-bas. Je veux la voir ici à Yaoundé. C'est ce jour-là que le transport d'argent a cessé. On nous a ramené une religieuse joufflue, belle et vieille, qu'on nous présentait comme étant des otages. Et vous savez que ça avait commencé avec une famille, la famille Tanguy Mounier, etc. On nous disait que cette personne était enlevée à moto. Nous, les aboyeurs et les brailleurs, nous avons estimé que voler cette personne en moto, les personnes vivantes, ce n'était pas les sacs d'arachide. Et même les sacs d'arachide, sur une seule moto, ça poserait un problème. Et donc, la problématique de Boko Haram
Paul Biya est un guerrier. Voilà. Paul Biya est un guerrier. Vous avez parlé de l'assainissement dans la lutte contre le détournement des deniers publics. Je crois que ça prend effet puisque du côté du nord du Cameroun, il y a également cet adjudant principal de la douane que nous aimerions saluer, M. Kido, qui a, n'est-ce pas, intercepté un grand colis d'argent, mais compte tenu de cette moralisation de la société, il l'a rétrocédé auprès, n'est-ce pas, des autorités compétentes. Et ça veut dire que ça marche, cet enseignement de Paul Biya. Ben, j'ai dit que M. Paul Biya peut être méprisé par certains Camerounais. Ceux qui veulent accéder à la magistrature suprême veulent l'égorger, comme les Muammar Kadhafi ont été égorgés. Mais je dois pouvoir dire que M. Paul Biya est une prééminence institutionnelle et diplomatique qu'on pourra regretter. Nous parlons Monsieur Paul Biya, probablement dans quelques secondes aussi avec Robert Mouté-Ambassa qui va arriver. Mais avant, sur ce plateau, et je rappelle que dès que N'Djamena est prêt, la régie me fera signe, on va à N'Djamena est prêt, je vois le sourire de Virginia Bendimon. On va retourner donc à N'Djamena pour, n'est-ce pas, équilibrer notre travail. Virginia, vous reprenez l'antenne s'il vous plaît. Merci Béchir. Je disais tantôt que j'ai M. Kamalout Alif Tourabi sur le plateau. Il est consultant, il est expert et spécialiste des questions électorales. Bonsoir M. Kamalout. Bonsoir ma sœur Virginie, bonsoir l'Afrique, bonsoir M. Bachir, bonsoir tous les panafricanistes. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui après une petite absence que j'ai marquée sur le plateau de la télévision africaine. Je revenais juste du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu récemment au siège à Addis Abeba. Alors, vous nous posez la question de savoir parmi les 5 présidents. Oui, s'il fallait convaincre les téléspectateurs à choisir, je choisis par exemple pour vous Idriss Déby Itno. S'il fallait convaincre les téléspectateurs à voter pour lui, pour le trophée du mérite panafricain, que diriez-vous? Pour le trophée du mérite panafricain, je dirais que M. Idriss Déby Itno a pris l'arène de la présidence tournante de l'Union africaine avec un discours révélateur qu'il a adressé à l'Assemblée de l'Union africaine qui montre l'espoir que la présidence du président Idriss Déby va nous donner quand même des résultats probants par rapport à l'instabilité et la lutte contre le terrorisme sur le continent africain. Avec Idriss Déby Itno pour sa présidence de l'Union africaine, je pense que la solution serait trouvée de la crise burundaise avec ces sages conseils africains. Et je profite de l'opportunité de vous dire que après la grande conférence de l'Union africaine, Idriss Déby Itno a tenu une réunion des donateurs de fonds pour pouvoir aller au bout du terrorisme qui menace l'Afrique. Finalement, Idriss Déby, compte tenu de la confiance que la communauté internationale l'accorde, il a pu obtenir 250 millions de dollars sur place et je pense que c'est déjà un bon point de démarrage de la présidence du président Idriss Déby Itno. Et je voudrais par rapport à cette intervention présenter quand même, dire que grâce à Afrique Média, le mérite panafricain également a été dédié à l'ex-première dame du Burkina Faso, Mariam Sankara, et que la jeunesse africaine, particulièrement la jeunesse du Tchad, soutiennent vraiment Madame Sankara. Et je vous en remercie. Merci également à vous. Une autre personne avec nous, il s'agit de Garbatina Laman. Il est administrateur civil. Bonsoir Laman et bienvenue sur le plateau du mérite panafricain. Bonsoir Virginie, bonsoir le plateau central de Douala, bonsoir les panafricanistes. Je profite de ce micro qui m'est offert pour souhaiter la bienvenue à tous les congressistes du mouvement patriotique du Salut pour le congrès qui se tiendra ce lundi 8 février, dont le parti MP dont je suis ici. Donc je profite également pour leur dire la bienvenue dans la capitale d'Amena qui est la vitrine de l'Afrique. Merci. Monsieur Laman, si je choisis pour vous, par exemple, Obiang-Guema, que diriez-vous aux téléspectateurs? Théodora Obiang-Guema, c'est lui le père de la refondation de la Guinée équatoriale. Par lui, il a imprimé la vision de la Guinée qui est aujourd'hui un pays qui a une émergence qui se pointe à l'horizon. C'est un grand panafricaniste avéré dont j'appelle tous les téléspectateurs à le voter.
Christian Bami de Fouchada, il est aussi avec nous sur ces plateaux. Il est consultant Fondation Ramda. Bonsoir Christian et bienvenue. Bonsoir Virginia, et vraiment je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau de Djamena ce soir pour parler des questions essentielles pour l'Afrique. Et je voudrais comme ça, si vous me permettez Virginia, rendre un hommage appuyé au président Idriss Déby Itno qui vient d'être porté à la tête de l'Union africaine, et tout sans ne pas oublier à l'occasion de la fête de la jeunesse du côté du Cameroun, saluer non seulement la jeunesse camerounaise, mais toute la jeunesse africaine et tous les panafricanistes qui luttent et défendent avec fierté cet idéal, Virginia. Christian, s'il fallait convaincre les spectateurs à voter pour le président camerounais Paul Biya, que diriez-vous en 2 mots? Je veux dire que c'est une mission assez difficile parce que je suis camerounais d'abord, mais panafricaniste dans l'âme. Je crois que ce qui importe ce soir, c'est d'entrer dans la peau du directeur du campagne du président Biya. Bon, dans ce rôle, Virginia, je dirais que le président Paul Biya, c'est celui-là qui a su consolider les acquis d'un lourd héritage, à savoir celui du premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. C'est-à-dire, il a consolidé l'unité nationale parce que nous étions une république unie, et il a transformé le Cameroun en une république dans laquelle tous les Africains se sentent chez eux. Le Cameroun, c'est une terre d'accueil. C'est un signe, un grand symbole du panafricanisme. Il n'y a pas un seul Africain qui est passé par le Cameroun qui s'est senti marginalisé. Ça, c'est une des valeurs qui peut faire en sorte que tous les Africains puissent remettre ce trophée du mérite panafricain au président Biya, parce que cela, il a su consolider cet acquis, il a su le préserver et le développer, le pousser au maximum. Au Cameroun, les Africains se sentent tous chez eux. En fait, au-delà de se sentir chez soi au Cameroun, on sait que le Cameroun est resté longtemps une terre de paix et de stabilité, grâce aussi au président Paul Biya. Jusqu'à ce que ces dernières années, le phénomène de Boko Haram, c'est une conjoncture internationale qui obéit à un véritable plan de déstabilisation de l'Afrique, qui aujourd'hui ébranle une partie du Cameroun, en l'occurrence l'extrême nord et le nord du Cameroun. Donc, on peut dire que par solution pacifique de conflit. Vous avez vu comment il a géré avec maestria le conflit qui oppose le Cameroun et le Nigeria, à travers l'arbitrage, un arbitrage judiciaire. A privilégié cette voie plutôt que la voie des armes et de la guerre pour éviter que le sang africain soit versé inutilement. Donc vous comprenez que c'est un homme qui mérite véritablement d'être porté au plus haut par ces panafricanistes-là, et ceux qui se revendiquent de cette cause aussi. Sur le plan de la diplomatie, je voudrais appuyer ce que je a dit tout à l'heure. Biya a développé une diplomatie multipolaire. Vous voyez qu'il avait dit le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. Ça, c'est une déclaration forte. C'est-à-dire, pour rompre avec une certaine habitude où on disait, voilà, il y a le précaré français et tout, il a su développer les relations avec, non seulement consolider ses relations avec l'Occident, développer des relations avec l'Allemagne, parce qu'il ne fallait pas rester seulement sous le giron de la France. Il est allé vers la Chine, il est allé vers le Japon, et ça, c'est à mettre encore dans son crédit de panafricanisme, quelqu'un qui veut ouvrir l'Afrique vers les autres, parce que le panafricanisme est un humanisme. Donc, je crois, Manila, Virginia autant pour moi, que le président Biya s'est illustré encore sur un terrain qui est très important pour nous, et ce terrain qui nous permet d'être ici ce soir, celui de la liberté d'expression, des libertés. Parce que c'est grâce au président Paul Biya que, de par son soutien, que nous avons quand même eu la chaîne Afrique Média. Le projet Afrique Média naît quand même au Cameroun. Et ça, cette liberté de ton, c'est encore à mettre aux acquis du président Paul Biya. Ça, c'est le Cameroun. Ça, c'est quelque chose qu'il a fait, c'est quelque chose de positif
que toute l'Afrique aujourd'hui peut en bénéficier. Je crois que pour cela, c'est un président qui n'est pas très loquace, qui n'est pas très d'apage, mais qui ne s'illustre pas à ses actions. Il faut donc que ceux-là qui ont la capacité de comprendre, qui peuvent voir, puissent véritablement cerner l'homme et comprendre que Biya est véritablement un panafricaniste. N'en déplaise à ceux qui diront que voilà, l'homme est effacé, mais c'est sa nature. Mais c'est un grand homme qui a montré en Afrique, par ses soutiens, dans les différentes causes. Nous avons vu son implication dans le Népal, nous avons vu son implication dans les grands projets comme le Fonds monétaire africain, dont Yaoundé est le siège. Donc, malgré tout, le président Paul Biya, c'est celui qui mérite de remporter ce prix, cette haute distinction du mérite panafricain, à mon sens, Virginia. Et je crois que tous les Africains ce soir auront compris pourquoi j'appelle à voter triplement, doublement le président Paul Biya. Merci beaucoup, Christian. Alors, Bachir, vous constatez avec moi que le décor est mis en place à partir de N'Djamena. Nous vous passons donc l'antenne. Merci, on va essayer d'aller, n'est-ce pas, avec un peu plus d'accélération de ce côté. Alors, j'ai d'autres invités, Virginia, rassurez-vous, sur ce plateau, quelqu'un qui nous a manqué depuis quelque temps. Il était en train de collecter les informations pour le magnifique ouvrage dont il est en train de... qui va sortir, en tout cas, dans quelques jours, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, de l'essai de compréhension aux propositions d'éradication. C'est bien sûr le journaliste et écrivain-chercheur Jean-Paul Eric Yombi qui est avec nous. Bonsoir Eric Yombi. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Je profite de l'occasion pour saluer toute l'Afrique, saluer tous les copanélistes qui sont ici, de même ceux qui sont ailleurs. Permettez aussi que j'adresse mes amitiés à 3 personnes qui sont à l'extrême nord du Cameroun, à savoir, n'est-ce pas, Paora, à savoir Madi et Padjoma, des personnes qui ont apporté une contribution significative, évidemment, n'est-ce pas, dans le travail que j'ai commencé. Alors, ce travail, c'est pour quelques jours, c'est dans quelques semaines, en tout cas, je vais dire, c'est un peu ça. Disons que le travail est dans certaines mains expertes et on attend la suite. De toute façon, les téléspectateurs seront informés. Alors, en attendant la suite, Obiang Mambazoro, qu'est-ce qu'il vous inspire? Qu'il fallait appeler à voter pour lui? Le président Obiang, c'est beaucoup d'expérience. Le président Obiang, c'est aussi une vision. Le président Obiang, c'est plusieurs réalisations. Je pense qu'il a un certain nombre d'atouts. Alors, de ce point de vue, il serait intéressant qu'il bénéficie, n'est-ce pas, du vote de certains téléspectateurs, évidemment, pour lui permettre, avec satisfaction... Il faut rappeler que les internautes aussi votent, voilà, très tout à important. fait. Alors, ce serait tout simplement, n'est-ce pas, un soutien pour qu'il continue l'œuvre qu'il a commencée. En tout cas, il est en ce moment en tête du classement. Roland nous fait lire 26,09%, c'est justifiable? Je pense que de par les réalisations dont il est le maître d'œuvre, ça se comprend tout à fait. Voilà, merci Jean-Paul Eric Yombi. On va se retourner du côté d'un autre expert en stratégie de communication, Dalvaris Ngoudjou, qui est avec nous ce soir sur ce plateau. Dalvaris, bonsoir. Bonsoir Bachir, bonsoir mes copanélistes, tant ici à Douala que de l'autre côté à N'Djamena. C'est pour moi un honneur particulier que d'être là, mais je ne pourrais pas commencer cette émission sans adresser mes hommages à la famille des victimes de l'attentat qui a lieu il y a cela quelques jours, dans un village non loin de Maïdougouri, dans le nord du Nigeria, avec plus de 85 morts. Ça nous remet encore l'actualité autour du très grand livre qu'écrit notre ami Eric Yombi sur la problématique du terrorisme en Afrique, qui en réalité c'est une attaque globale. Et face à une attaque globale, il faut une réponse globale. Et cela nous rappelle encore un certain nombre de difficultés que l'on a rencontrées non seulement au Cameroun, au Nigeria, au Tchad, au Niger, au Mali, mais aussi et surtout tout récemment au Burkina Faso. Et nous pensons que c'est l'un des grands chantiers qui attendent le nouveau président de l'Union africaine et qu'il va s'attaquer à cela. Et nous pensons qu'il faudrait que toute l'Afrique puisse le soutenir, peut-être sur le champ de la bataille, mais n'oublions pas que le plus grand champ de la bataille actuellement dans les révolutions arabes,
c'est la guerre de l'information. Donc nous, en tant qu'Africains, nous devons continuer aussi soutenir le président Déby en ce qui concerne la guerre de l'information pour faire face aux différentes manipulations auxquelles pourront être exposées les populations africaines. Alors, pour ce soir, je vous arrache ce soutien au président Déby pour envoyer cela au président angolais, José Eduardo dos Santos. Eduardo dos Santos, c'est quelqu'un de remarquable, c'est quelqu'un de téméraire, c'est quelqu'un qui a le meilleur de lui pour le développement de son continent, de son pays en particulier. Mais j'ai été particulièrement frappé, c'est un fait que l'on ne souligne pas beaucoup en ce qui concerne les États africains, c'est que l'Angola est l'un des rares pays africains qui a acheté plusieurs entreprises portugaises lors de la privatisation. En termes simples, ce que le colon est en train de faire dans certains pays francophones, l'Angola est en train de le faire au Portugal. Dans la mesure où l'économie portugaise a traversé beaucoup de difficultés et toujours de nos jours, beaucoup d'entreprises portugaises qui appartenaient à la nation, à l'État portugais de nos jours, appartiennent à l'Angola de par le travail effectué par le président Eduardo dos Santos. Mais à côté de cela, c'est qu'actuellement, le sens de l'immigration a changé. Des Portugais sont quittés pendant des siècles, venus s'installer en Angola, ont pris beaucoup de richesses, sont allés au Portugal. Pendant longtemps, les Portugais, les Mozambicains, les Gambiens, etc., émigraient et partaient en Angola, étaient pourchassés comme des animaux. Mais de nos jours, on se rend compte que ce sont des Portugais qui quittent le Portugal en tant qu'immigrés, partent en Angola chercher de l'emploi. Mais ce qui a particulièrement retenu mon attention, c'est que le président dos Santos a fait aux Portugais irréguliers ce que l'on fait aux Africains en Europe. En termes simples, il a pris les dispositions pour que les Portugais qui n'avaient pas leur papier prennent l'avion et rentrent chez eux. Et je pense que c'est très important. En tout cas, c'est l'exemple que nous devons tout cela va entrer en compte au moment des votes des téléspectateurs et des internautes, et 15,10%, c'est ce que bénéficie pour le moment le président José Eduardo dos Santos de l'Angola. Il est donc en 4e position. Merci d'Alvarez Ngoudiou. Alors sur ce plateau aussi, président du nouveau mouvement populaire panafricaniste qu'on ne présente plus, président Bandakani est avec nous ce soir. Bonsoir, président Bandakani. Bonsoir Bachi, bonsoir à mes compagnonnistes que tu as présentés. Évidemment, je voulais dire que nous allons suivre de très près l'apparition du livre de notre ami Eric Yomi sur la problématique du terrorisme. Ça va très près. Je voudrais saluer mes panélistes de N'Djamena, en particulier Kamalo, et les autres aussi, qui sont là, Narcisse et les autres, et particulièrement la Bédima, Virginie Bédima, je veux la saluer, et je salue toute la galaxie panafricaine, et aussi mon cher ami Luc Michel. Voilà. Alors, en un mot, avant de commencer, avant de vous faire voter, vous nous avez parlé en off de ce rapport d'État américain qui classait votre pays, le Cameroun, comme 2e pays le plus dangereux de la planète. Oui, nous sommes en train de paramétrer les investigations parce qu'il semble que c'est un think tank qui a fait ce rapport au département d'État américain. Maintenant, reste à bien maîtriser si le département d'État américain a validé ce rapport et l'a endossé, ou bien c'est un rapport d'un think tank qui est remis au département d'État américain. Ça reste donc à vérifier. Bon, nous sommes en train de paramétrer. Peu importe, parce que dans le jeu diplomatique, il y a les mesquineries. Il y a les mesquineries géopolitiques et les Américains sont habitués à faire ça. Donc, ce que nous disons, c'est que nous avons dit, parce qu'avant, il y a d'autres médias qui nous ont interviewés par rapport à ça, nous avons dit que c'est une déclaration de guerre. Parce que c'est d'abord piétiner toutes les règles diplomatiques et c'est une outrecuidance qui n'est pas justifiée. Faire du Cameroun le 2e pays le plus dangereux de la Terre, d'abord c'est un non-sens, c'est faux, et deuxièmement ça renforce une fois de plus la conviction qui est répandue sur les terres africaines que nous sommes dans un 2e cycle de recolonisation brutale et que cela impose aux Africains aujourd'hui des tâches extrêmement radicales pour liquider l'impérialisme sur le continent africain. Nous avons démontré dans nos sorties qu'en réalité l'Amérique est le pays le plus dangereux de la Terre. Nous l'avons démontré. Nous avons démontré que de 2010 par exemple à 2016, alors que ce pays n'est menacé par aucun terrorisme, n'est pas en guerre, du moins, c'est-à-dire qu'il n'est pas en guerre officiellement contre un pays, d'autres pays, des Américains tuent d'autres Américains pour rien.
quelqu'un se lève le matin, il prend un fusil, il va dans un collège, il abat 50, 100 personnes. Et on dit que bon, il est déréglé. Mais c'était passé plusieurs fois dans ce pays-là. Dans ce pays-là, nous savons qu'il y a un général qui a démissionné parce qu'il a une réunion comme ça d'État au Pentagone. On lui dit que l'Amérique a décidé d'envahir 7 pays. Il dit, mais ces pays nous ont fait quoi? On lui dit que non, c'est des raisons de sécurité des États-Unis. Il s'appelle Wesley Clark, il a démissionné. Et l'Amérique a envahi ces pays-là pour rien. Et à partir de là, il y a une généralisation du terrorisme dans le monde. L'Amérique, c'est un État terroriste. Important. On va bien vérifier. Voilà, donc nous sommes en train de rassembler des faits. En 30 secondes, étant donné qu'on a bouffé tout le temps, hein, comme on le dit, en 30 secondes, Robert Mugabe. Non, vous savez que il y a diriger, c'est gérer le quotidien. Mais les chefs d'État qui se contentent seulement de gérer le quotidien n'entrent pas dans l'histoire. Oui. Avec Mugabe, vous avez quelqu'un qui incarne l'histoire. Il incarne l'histoire du continent africain. Il a libéré son pays. Il a libéré les autres pays de la zone de front, qu'on appelle la zone de front, et il a continué à se battre pour la libération du continent africain. Donc, c'est un monsieur qui a traversé l'histoire. Et rien que pour cela. Et quand on parle de traverser l'histoire en Afrique, vous êtes forcément un panafricaniste. Voilà. Il faut voter pour Robert Mugabe. 25-70, je crois. Robert Mugabe, c'est à la 2e place, juste après Obiangema Bazoro. Merci, Président Bandakani. Alors, tout à côté de moi, celui qu'on ne présente plus aussi, Robert Mouté Ambassa, membre du comité central du RDPC. Dans les questions pétrolières, mais aujourd'hui nous ne parlons pas du pétrole, ça c'est bien puisqu'il est aussi, il a quand même une grande tendance juriste aussi, politique, voilà. Robert Mouté Ambassa, bonsoir. Bonsoir Bachir. Alors, nous sommes sur ce plateau et juste avant de vous demander de battre campagne quelque peu pour un de ces chefs d'État, finalement au Cameroun, je ne veux pas utiliser le terme on nous embête, mais on nous remplit les oreilles depuis quelque temps avec les appels, les motions de soutien, et vous qui êtes du comité central du RDPC, on a quand même l'impression que quelque chose se prépare. Je veux d'abord saluer tous mes collègues panélistes, tous les panafricanistes. Je voudrais envoyer un salut tout particulier à nos forces de défense à l'extrême nord du Cameroun, les populations qui souffrent chaque jour. Comme vous le savez, nos forces de défense ont neutralisé le Boko Haram au plan militaire. Maintenant, ils sont venus, ils passent par des kamikazes pour terroriser la population. Et vous avez parlé de pétrole, mais dans ma carrière pétrolière, j'ai eu à faire des formations en sécurité et sûreté. Je crois qu'un conseil de trop n'est jamais de trop dans ces choses-là. Et je crois que nos forces de défense peuvent s'inspirer de ce qui se passe en Israël. C'est un pays qui est en guerre depuis très longtemps. Et comme aujourd'hui on sait que les kamikazes partent des pays voisins pour entrer au Cameroun exploser, il suffit de mettre des blocs de béton, des fils barbelés électrifiés le long de la frontière, faire des checkpoints de telle manière qu'on puisse s'infiltrer facilement et venir exploser au Cameroun. Je crois qu'en mettant ce dispositif, 70% des jeunes qui traversent la frontière pour aller dans les mosquées, vont trouver un blocage. Pour revenir maintenant à votre question sur les appels à candidature et autres, pour nous, c'est normal au RDPC, c'est la grande magie noire. C'est une magie noire où on met tout en branle pour essayer de régler les problèmes. Et c'est quel problème? Il y a des problèmes internes au parti, il y a des problèmes au niveau national, et il y a la politique internationale qui impacte dans notre pays. Au plan national, il va aller très vite parce qu'on n'a pas assez de temps. Il faut au moins 2 heures pour développer. Mais en quelques secondes, je vous dirai, au plan national, le RDPC est le parti le plus implanté. Et donc son adversaire, c'est pas l'opposition. Son adversaire, c'est le RDPC lui-même. C'est les militants qui sont dans le parti qui ont choisi de le combattre de l'intérieur. C'est ceux qui viennent aussi pour essayer de passer par le RDPC pour atteindre la magistrature suprême. Évidemment, le RDPC, les appels à candidature vont permettre de débusquer cela pour les mettre hors d'état de nuire. Et on leur rappelle que le parti a un seul candidat, son président national, conformément à l'article 27 alinéa 3, qui dit que le président national du parti est le candidat de l'élection présidentielle. Donc, ceux qui se sont déjà déclarés ou qui attendent de se déclarer. Donc, en un mot, Paul Biya sera candidat à sa on va déjà régler ce problème interne. Maintenant, au niveau national, vous savez, nous avons une constitution qui est là depuis 20 ans, depuis 1996. En 20 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a 20 ans, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui au plan démocratique, au plan
pays. Donc, la Constitution aussi doit évoluer et il n'est pas, c'est pas interdit de revoir un certain nombre de choses pour l'adapter à l'évolution. Et maintenant, au niveau international, vous savez, nous sommes en 2016. En 2017, il y a des élections en France, aux États-Unis, tout ça. C'est des pays amis. Hein, et les élections qui se passent dans ce pays ont un impact dans le nôtre, qu'on ne le veuille pas, et on doit en tenir compte. Donc, tous amis les uns dans les autres, je peux vous garantir qu'à la fin, le président qui est un peu celui qui est devant va voir la solution la meilleure pour le Cameroun. S'il faut passer par une révision constitutionnelle, une anticipation, on va y aller. Alors, on va gagner un temps. Je voulais vous faire parler d'Idriss Déby. Malheureusement, le temps, la régie me fait signe qu'il faut très vite avancer. On fait pour aller très vite, bon, je suis le dernier à prendre la parole, donc je vais aller très vite aussi. Par rapport au président Idriss Déby, vous savez, c'est un grand soldat qui est devenu un grand homme politique. Un grand militaire qui est devenu un grand chef d'État. Alors quand quelqu'un a la combinaison des deux, vous voyez, ça se voit un peu dans ses prises de décision. Il n'hésite pas. Il agit en temps réel. Quand il y a guerre au Mali, il faut y aller, il va. Il y a guerre en Centrafrique, il faut y aller, il va. Au Cameroun, il faut y aller, il va. C'est le côté militaire qui prend le dessus. Parce qu'il estime quand même qu'en tant que militaire, il doit défendre l'Afrique. Donc, c'est au plan politique. Vous avez suivi, en ce moment, il a été élu président de l'Union africaine. Et il a une mission par rapport à la CPI, on va en parler peut-être tout à l'heure. Mais il peut vous garantir que ça tombe très bien. Je suis ce qui va régler le problème. Il va régler le problème. Ceux qui votent pour les chefs d'État, voilà un grand panafricaniste qu'il ne faut pas hésiter à voter. Voilà, merci Robert Moutier-Ambassa. Sur ce plateau, Henri Diabaté-Mondeng, lui également, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de plateau ensemble, Henri. Bonsoir. Bonsoir Bachir, c'est un plaisir que nous m'avons invité. Je voudrais saluer toute l'Afrique, tous les copanélistes, que ce soit sur le plateau central ou en Djamena. Salut tous ceux qui aiment l'Afrique de par le monde. Comme Caton l'Ancien, le sénateur, aimait à dire Delenda Carthago, il faut détruire Carthage. Mon Carthage, lui, sans contexte, c'est mon leitmotiv de toujours. J'ai commencé en 2016. Cet ingénieur camerounais, travaillant pour GTS au sud du Congo, à Banaga, qui a disparu des radars. Ni ses collègues ne savent pas où il est. Sa famille ne sait pas où il est. Personne n'a de nouvelles sur lui. A-t-il été dévoré par des bêtes sauvages? Est-il retenu en captivité quelque part? A-t-il disparu de la circulation? Est-il mort? Personne ne sait. Depuis 2011, ça fait 5 ans. Je voudrais bien que le président Paul Biya, le président Sassou Nguesso nous disent où il est passé. Tant qu'on n'aura pas la lumière sur la disparition de cet ingénieur, je ne les laisserai pas les deux tranquilles, le président Paul Biya et le président Sassou. On doit savoir ce qui est arrivé à ce fils d'Afrique. Trop c'est trop, cela ne doit plus exister en Afrique. Alors, Henri Diabaté-Mondeng, donc, trop c'est trop, dites-vous. Eh bien, ce n'est pas de trop que de parler de Robert Mugabe encore une fois. Ah oui, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il fait partie de la première génération des chefs d'État. Vous savez, il était des chefs d'État africains. En 1963, lorsqu'on créait l'Organisation de l'Unité africaine, il représentait le mouvement indépendantiste du Zimbabwe. C'est quelqu'un qui est très entier dans tout ce qu'il a fait, grand combattant. Il est devenu chef de l'État du Zimbabwe. Et il a pris des décisions courageuses. Cette décision de la réforme foncière. C'est une décision courageuse parce que vous voyez une situation où 5% de la population détient l'essentiel des terres arables pendant que 95% de la population n'a rien, se contente des terres vraiment misérables. Il a su inverser la tendance. Cela n'a pas été du goût des Occidentaux, mais il leur a dit ce sont les intérêts de mon pays que je préserve. Et ça c'est important parce qu'il y avait un problème économique crucial pour son pays. Cette décision courageuse, pour moi, le place au cœur, au firmament, dans le panthéon des chefs d'État en Afrique. Et vous voyez, lorsqu'il a été président en exercice de l'Union africaine, il a été très clair sur un certain nombre d'aspects. L'aspect de la monnaie. Parce qu'il faut comprendre, lorsque je le dis toujours, l'Union européenne, les grands ensembles au monde se sont constitués sur deux choses, le besoin sécuritaire et la monnaie unique.
Si vous ne pouvez pas faire un grand ensemble, si vous n'avez pas une monnaie unique. C'est pour ça que l'Amérique latine a tous les problèmes face aux États-Unis. C'est ça véritablement le problème. Donc, il était important, l'Union européenne l'a fait, et Mugabe a dit, il faut une monnaie à l'Afrique. C'est important. La répression monétaire nous entrave notre développement, ne nous permet pas de nous développer. Ensuite, sur le plan politique, si on n'a pas cette unité, on ne peut pas lutter contre le terrorisme, on ne peut pas se développer in fine. Donc, c'est clair. Pour moi, c'est un homme. Bandakani disait, le président Bandakani disait, il a traversé l'histoire. Ouais. Mais moi, il n'a pas seulement que traversé l'histoire. C'est quelqu'un qui est rentré dans l'histoire par sa poigne, par son courage, sa détermination à penser l'Afrique pour l'Afrique. Voilà. Merci Henri Diabaté-Mondé, vous portez l'Afrique également, non seulement dans le cœur, mais sur le coup, on a pu le remarquer. On va accueillir une dernière personne sur ce plateau, Noah Sadio, et nous allons prendre notre premier élément. Noah Sadio va s'installer, mais en attendant, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a 5 chefs d'État en lice en ce moment. Robert Mugabe avec 25,70% de voix, Idriss Déby Itno 22,21%, José Eduardo dos Santos 15,10%. Nous avons également Paul Biya du Cameroun avec 11,90 et pour finir, Obiangema Bazogo avec 26,09. Vous appelez, vous votez, vous contribuez, c'est le code d'accès. Noah Sadio est sur ce plateau. Bonsoir Noah Sadio, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très ravi d'être avec vous. Ça fait un bail, on n'est pas resté sur le plateau. Monsieur Ambassa aussi et Eric qui était à cette tâche. Bandakani, vous connaissez, c'est mon frère, on aime se trouver, on se chambre. Je vois d'autres Haïti. Les gens m'ont dit moins et merveilles, je leur ai dit Haïti des nôtres. C'est un garçon à conviction. Je connais Haïti, n'est pas ce que vous dites. Et je crois que le train continuera à marcher et je suis très fier d'être là. Mais vous allez me permettre de dire à ceux de Afrique Média de N'Djamena, de dire à monsieur le président Déby qu'Afrique Média est fier de sa nomination à l'Union africaine. Vous connaissez le combat qu'on a mené depuis qu'il était en Centrafrique, où il a été incompris avec son armée, il est rentré à la maison. Ce n'est devenu que pire, et Afrique Média l'avait prévu. Aujourd'hui, on m'a dit que M. Hollande veut que Sangari diminue de combien? Oui, mais j'aurais voulu qu'il reste même 10 pour qu'il diminue de prendre le diamant d'autrui. En tout cas, et les biens d'autrui. On va en parler. Avec ses militaires. Et donc, votre position, elle est claire. Il faut voter pour Idriss Déby Itno, c'est ça? Je n'irai pas, puisque la modestie me l'interdit, de dire aux gens de le voter. Mais je ne serais pas malheureux s'ils prenaient la tête de ces élections. Voilà. Parce que M. a sauvé les Tchadiens, il a sauvé les Maliens. Parce que quand on parle de Mali, sur cette histoire de Ansardine, MNLA, on oublie de citer les Tchadiens. Mais parce qu'ils ont perdu des hommes. Et pour prendre les armes et les... Vous savez, la guerre ne se gagne pas par tout seulement. Le transport aérien, Luc Michel le dit souvent. Et les gens ne prennent pas compte. Quand tu n'as pas les grands cargos pour embarquer le matériel, en général, tu restes en rade. Alors lui, il a embarqué ce matériel depuis N'Djamena jusqu'au Mali. Et pour venir au Cameroun, ce n'était pas si dur. Ils traversent, mais en venant, ils arrivent où vous connaissez, après le pont de Ngili. Il leur dit, si vous allez au Cameroun pour faire le désordre, bêta vous restez ici. Parce que si j'entends un des nôtres qui s'est mêlé à des mauvaises choses, vous avez vu sa venue ici, dans le camp de ces braves militaires que je ne cesse de saluer, ceux qui soignent les gens au Cameroun, comment on les appelle encore? Garnison. La garnison militaire, oui. Ils sont extraordinaires. Parce que j'ai été malade une fois au Cameroun, les gens là m'ont soigné. Certains même se sont permis de me payer les remèdes. Je ne l'oublierai jamais. Et donc on les salue également. Voilà. Merci en tout cas Noah Sadio. Messieurs et dames, téléspectateurs d'Afrique Média, je voudrais qu'on prenne une transition et on revient sur ce plateau. Nous parlons après la
Cour pénale internationale et sa relation avec l'Afrique, ou si vous voulez, avec l'Union africaine. L'Union africaine qui, en bloc désormais, veut se retirer de cette Cour, de la CPI. Eh bien, la question que nous nous posons, est-ce que l'organisation, est-ce que ce retrait, est-ce que le divorce est la solution? Si oui, si un retrait est donc envisagé, quelles seraient les alternatives possibles pour rendre justice en ce qui concerne la criminalisation du droit international humanitaire? La grande question est déposée. Pour cela, on va écouter Nadège, on revient sur le plateau. Aucune liberté ne se donne, tout s'arrache. La tension reste vive entre l'Union africaine et la Cour pénale internationale. Quitter cette institution pénale serait-elle la solution pour le continent africain? Telle est l'une des questions qui taraudent l'esprit des Africains actuellement. Pour l'actuel président en exercice de l'Union africaine, le président Idriss Déby Itno, l'évidence est là. La CPI s'acharne beaucoup plus sur l'Afrique, sur les chefs d'État africains, mais des chefs d'État en exercice, des hommes politiques aussi, alors qu'ailleurs dans le monde, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de violations des droits de l'homme sont flagrantes, mais personne n'est inquiété. Comme le chef de l'État tchadien, ils sont nombreux des chefs d'État, chefs de gouvernements et citoyens africains, de plus en plus voient à la Cour pénale internationale CPI un instrument de colonisation et de néocolonisation judiciaire dont la cible de prédilection est une fois de plus le continent du Toumaï. Pourtant, la Cour pénale internationale CPI, créée par la Convention de Rome du 17 juillet 1998 à la suite d'une conférence diplomatique, est une juridiction permanente destinée à punir les crimes les plus graves contre le droit humanitaire international lorsque les criminels ne peuvent être jugés dans leur pays. Cependant, sa compétence est en réalité assez limitée, comme l'a récemment souligné à Zurich le Center for Security Studies, le Centre des études de sécurité en abrégé CSS. Tout d'abord, la CPI ne peut connaître que 4 catégories d'infractions considérées comme les plus graves: les crimes contre l'humanité, les génocides, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Ensuite, elle ne peut intervenir que si le crime a été commis sur le territoire d'un État ayant signé la Convention ou si le mis en cause est un ressortissant de l'un de ces pays. Cependant, le Conseil de sécurité peut donner compétence à la CPI de manière exceptionnelle lorsqu'un État qui n'a pas ratifié la Convention commet des violations graves, et cela a été le cas pour le Darfour en 2005. Enfin, la compétence de la Cour pénale internationale est complémentaire, c'est-à-dire qu'elle est mise en cause qu'en cas de défaillance de l'État compétent pour juger le criminel. Cette limitation du rôle de la CPI souligne la difficulté pour la communauté internationale des États de construire une véritable justice pénale à l'échelle du monde. La CPI n'est d'ailleurs pas entrée en vigueur dès la Convention de Rome, mais 4 années plus tard, après qu'a été atteint le seuil de 60 États l'ayant ratifié, ce que les États-Unis ou la Chine n'ont toujours pas fait. Le pouvoir de punir constitue en effet historiquement le cœur de la souveraineté étatique. De plus, la justice pénale internationale, qui trouve son origine dans les tribunaux militaires institués à l'issue de la Seconde Guerre mondiale à Nuremberg et Tokyo, est souvent soupçonnée de n'être que la justice des vainqueurs. À ce jour, au total, 29 personnes sont actuellement ou ont été mises en cause. Par ailleurs, les charges contre 3 autres personnes, dont le défunt colonel Muammar Kadhafi, ont été abandonnées après leur mort. 9 pays dans le monde sont concernés, à savoir la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, l'Ouganda, le Soudan, le Kenya, la Libye et la Côte d'Ivoire. Les affaires en cours se limitant pour l'instant à l'Afrique. Les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, ainsi que les tribunaux spéciaux pour la Sierra Leone, le Cambodge et le Liban, dépendent des Nations Unies et non de la CPI. Seules 2 peines de prison de 12 et 14 ans ont été prononcées depuis 2002. 4 autres procès sont en cours, notamment celle du président Laurent Koudou-Gbagbo et son fils spirituel Charles Blé Goudé. Merci Nadège Ngoueng. On va très rapidement commencer par N'Djamena pour ce thème. Virginia Bendima, vous avez l'antenne, à vous.
Merci. Alors, Monsieur Kamalo, les discours lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba montrent de plus en plus que les Africains veulent s'affranchir de la tutelle occidentale et de poursuivre leurs propres desseins, notamment les propositions sur le retrait de la CPI. Merci madame. Je pense que le retrait de l'Afrique. Le retrait de l'Afrique, je pense que le récent sommet de l'Union africaine, qui avait quand même eu comme thème thématique la situation de la stabilité de l'Afrique, les droits des femmes également ont été évoqués, et surtout la question de la CPI a été également évoquée. Et dans cette analyse et dans ce débat politique sur la situation de la CPI, moi personnellement j'étais au sommet, j'ai été quand même émerveillé de voir que l'Afrique est en train de s'unir pour aller dans un sens commun, dans une réflexion commune, pour que l'Afrique soit et faire en sorte que la situation de la CPI soit quand même une situation africaine prise en compte et que nous puissions être retirés de cette fameuse Cour pénale internationale. J'ai vu des déclarations des présidents en exercice sortant également sur la situation. J'ai vu la position du président entrant en exercice de l'Union africaine, son Excellence Idriss Déby Itno. Cela m'a beaucoup émerveillé pour comprendre que l'Afrique a des personnes, des chefs d'État, l'Afrique a des chefs d'État qui sont révolutionnaires, qui sont pragmatiques, qui sont sages de lire ce que l'Occident nous a imposé pour que nous puissions s'en sortir de cette carcane que l'Occident nous malmène toujours. Vous allez suivre que lorsque nous étions au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le procès de Gbagbo s'est ouvert. Et vous avez suivi encore les déclarations, la défense de M. Gbagbo Koudou. Vous avez suivi l'intervention de l'avocat de Koudou à la personne de M. Emmanuel Ati, qui a pu démonter le procès que la procureure Madame Bensouda a monté contre cette histoire dite justice internationale. Et la dame, notre sœur gambienne, elle est manipulée par l'opinion internationale. Elle a la pression également. Et nous voyons que cette situation, ça ne peut pas aller très loin. Mais ce qu'il faut retenir, je pense que telles que les décisions ont commencé à être prises au niveau de l'Union africaine, d'ici peu de temps, les bases solides seront posées afin de faire la procédure normale pour que nous puissions être retirés. Et c'est normal de se retirer de cette cour pénale parce que les grandes puissances telles que je vais vous énumérer, telles que les États-Unis d'Amérique, telles que la Chine, telles que la Russie, telles que l'Israël, personne n'a ratifié. Ils en avaient signé tous ces accords de statut de Rome, mais ils n'ont pas ratifié. Les Américains ont refusé de ratifier parce que leur service de renseignement mène un service au-delà même de leurs droits. En quelque sorte que si effectivement ils avaient ratifié, et tout ce qui se passait sur le continent africain, tel que l'assassinat de Kadhafi, tel que l'assassinat de certains chefs d'État africains, les gens comme Sarkozy et autres pouvaient passer à la barre. Donc aujourd'hui, c'est très triste de comprendre. Alors, M. Kamalo, vous qui étiez présent au sommet, pensez-vous qu'il est le moment, que c'est le moment que l'Afrique se retire? Mais il n'est pas très tôt, par exemple. Non, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. C'est le moment de se retirer ou à jamais, on restera toujours attaché avec l'Occident. C'est le moment. Je pense que les bases solides ont été quand même mises sur pied au niveau d'Addis. Et les procédures, et je pense que les comités de suivi de cette grande question pourront également faire le travail de suivi et faire une autre proposition d'ici le sommet de Kigali pour que les choses puissent être bien avancées. Merci, M. Kamalo. Alors, Béchir, à vous l'antenne. Dimanche, sur ce plateau, donc, je voudrais commencer par Jean de Dieu ici. Jean de Dieu, nous avons, n'est-ce pas, déjà fait de nombreux débats sur cette question, retrait ou non de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, et après la non-arrestation du président soudanais Omar el-Béchir, on se souvient encore c'était en Afrique du Sud. Pourquoi cette question de la sortie de la CPI a-t-elle été abordée lors de ce 26e sommet de l'Union africaine? Est-ce qu'on peut au moins savoir, j'allais dire, quelques raisons qui peuvent être politiques, juridiques ou pourquoi pas judiciaires? Non, mon frère Bachir, il faut faire attention.
sommes en train d'aller observer là où nous avons chuté, sans observer scrupuleusement comment est-ce que nous avons trébuché, comment est-ce que nous glissons. Et là, nous sommes au niveau de la chute. Il faut que les Africains se rendent compte qu'ils sont victimes du racisme. Le racisme est dit. C'est le racisme. Et le racisme a pour principale manifestation la diffusion des idéologies fortes. Il y a la diffusion de l'idéologie capitaliste, parce que le capitalisme est une anthropophagie. Le capitalisme cruel se nourrit de l'homme, se nourrit de la vie humaine. Et il est brutal, violent. Maintenant, il faut essayer, parce qu'on est obligatoirement tous capitalistes, de fait, il faut essayer d'éduquer, de moraliser, d'apporter des valeurs à ce capitalisme. Tant que l'être humain n'est pas au centre de nos préoccupations capitalistes, c'est un problème. Le deuxième problème, aussi raciste, c'est la violation, c'est la violence contre les compromis. Le droit public international, il ne peut pas être respecté par les grandes puissances. Les grandes puissances qui ont la prétention d'avoir le grand privilège naturel d'être ceux qui ont inventé. Ils ont inventé la poudre, ils ont inventé les bombes, ils ont inventé. Et donc, la guerre a changé de couleur. La guerre qui est pratiquée aujourd'hui, c'est qu'on peut utiliser Bachir pour détruire Haïti. Voyez-vous? C'est-à-dire on peut utiliser... Ce n'est pas Souda, mais c'est le fait. J'ai décrit le fait. On peut utiliser Ben Souda pour détruire un autre Ben Souda qui soit Laurent Gbagbo ou Blé. On utilise les nègres. C'est pour ça que je vous démontre l'équation force endogène. Absolument. Pour accompagner l'idéologie et la décision du dominant. Et il y a obligatoirement cette combinaison. Parce qu'on ne peut pas déstabiliser votre socle granitique s'il n'y a pas, même dans nos villages, pour qu'on vienne vous manger en sorcellerie, il faut bien qu'il y ait un membre de votre famille qui ouvre la porte métaphysique de chez vous. Est-ce que vous pensez aux gens de Djaïsi que c'est le bon moment pour que l'Afrique se retire de cette CPI? Je réponds donc maintenant, après avoir décrit. D'abord, après la description, il faut prendre le pouls de l'idéologie. Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants comme philosophie? À nos enfants, on enseigne Hegel. Or, Hegel est l'un des analphabètes que l'histoire du monde a connu. Un analphabète parce qu'il a considéré l'être noir comme étant cet être, les Hegel, les Spinoza, les Lévi-Bruhl. Allez. Voilà ce qu'on enseigne à nos enfants. Donc nos enfants sont préparés à une philosophie, la philosophie de la gesticulation, la philosophie qui estime que le nègre est un sous-homme. Le nègre serait même égal au singe. Je vais vous donner un ensemble de livres à lire pour comprendre ce qui se passe. Donc, l'occidental est heureux de voir un chef d'État africain déshabillé et les images circulent. L'occidental, par le racisme radical, est à l'aise de voir, ça donne à rire, un chef d'État qui est égorgé en monovision. Ça peut être... Lui, elle veut mettre fin à tout cela, Jean de Diaye. Ça ne peut être qu'en Afrique. Je vais arriver. Ça peut être qu'en Afrique, où on peut égorger un chef d'État et ça fait rire les gens. Ça peut être dans une certaine mesure au Moyen-Orient, quand cela est arrivé avec l'Irak. Vous avez vu que les Asiatiques se sont fâchés et on a pris un peu de recul. Et quand ils approchent la Syrie, vous voyez que même l'Europe de l'Est... Alors, quand je vais donc aboutir à la réponse finale, c'est que la Cour pénale internationale n'est qu'un instrument de l'esclavagisation de la domination occidentale. Quand j'ai parlé de la Cour pénale internationale, je peux parler des autres institutions de Bretton Woods qui sont des agresseurs de ce que vous appelez ici économie. Voyez-vous? Donc, l'Africain a donc, quand on me donne l'information que certaines prééminences
commence à parler le langage que vous et moi, nous les brailleurs et les aboyeurs, nous voulions prononcer, ça commence à venir. Évidemment, ça m'a permis de conclure. Là où j'ai l'habitude de parler, j'ai dit, en vérité, nous disons tout haut ce que les peureux disent tout bas. Alors, j'ai compris. Est-ce que vous pensez, ce que vous appelez peureux, entre guillemets, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent aujourd'hui aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire retirer l'Afrique de cette institution? Non, c'est pas ça le plus important. Et pour nous, c'est un discours futuriste. Le discours futuriste voudrait que vous formiez vos enfants à comprendre que le noir ne devrait pas être le sous-homme. Il faut prononcer la rupture. Est-ce qu'en d'autres termes, vous me dites que c'est pas le moment? Le message doit passer, oui, mais c'est pas le moment de citer? Non. Vous parlez d'un discours futuriste. Si j'étais à l'intérieur, je vous dirais que c'est pas le moment. Oui. Comme je suis de l'extérieur, je vous dis que c'est tard. Que c'est tard, ça devrait arriver depuis longtemps. Et donc, je chute en disant ceci. En vérité, le noir africain aujourd'hui, qui s'exprime, ne demande pas la rupture de la coopération avec le monde occidental ou bien le monde oriental. Demande la responsabilisation des Africains eux-mêmes, à comprendre qu'il faut s'élever au niveau de la conceptualité et s'affirmer et marquer l'histoire. Parce que quand on a accepté d'être pantin, ce n'est pas au dernier moment qu'on va commencer à crier. Venez, je prends un exemple au hasard. Dans l'attaque du papier de Nadège, elle a dit toute liberté s'arrache. Est-ce que vous pensez tout simplement que... Je voulais vous demander que M. Bozizé, par exemple, n'avait pas besoin d'arracher sa liberté. Il avait besoin de dire, mes cousins de France, venez me sauver. Les bandits sont ici. C'est donc la dimension de l'incompétence, de l'incompréhension, de l'incapacité de certains Noirs, justement, à lire très loin. D'accord. Merci Jean de Dieu ici. Noah Sadio, votre avis sur cette question. Est-ce que le divorce est la solution aujourd'hui entre la Cour pénale internationale et l'Union africaine? Oui, je dirais tout de suite oui. Parce que celui qui te commande ta maman se moque de toi. Les chefs d'État, ce sont nos garants. Ce sont eux qui nous symbolisent. Pourvu quel que soit, ils nous symbolisent. On les a votés, même s'ils sont venus certains. Mais c'est eux qui nous symbolisent. Alors, si vous ridiculisez cela en les déshabillant, en voulant même, alors que, vous savez pourquoi la Yougoslavie a eu tout ce qu'il a eu? Parce que Broz Tito était mort. Josip Broz Tito. C'était un homme fort. On ne s'amusait pas avec lui, les Occidentaux là. Il faut des hommes forts. Forts. Les institutions, oui, d'accord. Mais les hommes d'abord doivent être forts. Mao Zedong, quand il faisait sa longue marche, ceux qui traînaient là, ils disaient que c'est des traîtres. Peut-être qu'il n'a même pas raison. Il les éliminait, il avance. Où en est la Chine? Très avancé. Voilà. Donc, nos présidents, il faut qu'ils soient d'abord solidaires. Et ça, j'interroge Kamalo qui était là-bas dans le couloir. Oui, à travers ce 26e sommet, quand même, on a quand même eu l'impression qu'il y a cette sorte de solidarité. J'espère que ce n'était pas pour la beauté de l'écran. Mais ils semblaient vraiment unis et tous semblaient aussi d'accord avec... Sans me vanter et me donner... Je n'ai pas l'habitude de tirer la couverture sur moi seul, parce que je suis socialiste. Banda aussi, là, je crois. Mais les présidents africains doivent remercier Afrique Média. On les a beaucoup aidés. Ils le feront certainement. Peut-être. On les a beaucoup aidés. Moi, j'ai vu des gens qui ont accroché le mien. Parce que j'ai 3 présidents. J'ai Bia, où je vis tranquillement. J'ai Déby, il y a Maki. Et je ne le cache pas. Ici, c'est ma patrie d'adoption. On ne m'a jamais fait du mal tant que je me comporte bien, je crois qu'ils ne me feront pas du mal. Est-ce que vous pensez, Noah Sadio, que l'appel du président Uhuru Kenyatta va être, j'allais dire, suivi comme il se doit? Je ne le cautionne pas à 100% parce que lui aussi, il a fait des massacres avant de venir. Il ne les nie pas, Noah Sadio. Oui, voilà. Il a même répondu à la convocation de la Cour pénale internationale. Il ne le nie pas, il est de mon camp. Donc il faut que cela cesse. Mais ce que je veux, il y a quelqu'un qui m'avait dit, en blanc, et il me dit, oui, le Sénégal gonfle, il faut amener Hissène Habré en Belgique. Et je lui ai dit, mais monsieur, vous les Belges, vous êtes très mal placés. Vous avez tué Lumumba, on ne voit même pas où est sa tombe. Et vous me dites qu'on amène Hissène chez vous. Vous croyez que vous vous dédouanez aussi, vous? Vous êtes des criminels. Il y a Colésie. Il y a beaucoup. Je suis en train de le citer. Il a fui. Il n'a plus voulu discuter avec moi. Donc, l'Union africaine, le problème de Gbagbo, là,
Il faut qu'on parte. Ils ont égorgé Kadhafi. Bara Manassaré a été tué par un coup d'État toujours manipulé. Il y a les Ghanéens, il y en avait, les Achampon et tout. Kérékou a compris, il a dit, si on se met ici à tuer nos frères là, il ne restera plus quelqu'un. Il faut qu'on laisse ça. Il a laissé. Est-ce que, Noa Sadio, est-ce que vous pensez que si l'Union africaine, et partant tous les pays africains, se retiraient de la Cour pénale internationale, cela réduirait, sinon limiterait, j'allais dire, les humiliations dont parlait Jean Didier ici, le président déshabillé. Mais si on n'est plus là, ils vont humilier qui? Qui va leur donner le droit de venir nous humilier? On a quand même nos arcs, hein? Ces gens-là, ils exagèrent. Quand on sait quand même les affinités qui existent entre certains pays africains et leurs mentors occidentaux, est-ce que vous pensez que l'Afrique aura, sur cette question notamment de la CPI, une seule et même voix? Peut-être. Parce que jusqu'ici, on nous dit que plusieurs sont d'accord, mais on ne nous a pas quand même présenté la liste de ceux qui ont dit je suis pas. Vous savez, souvent, le président Kamoulé, quand il ne va pas dans ses sommets, je me dis, ce monsieur, peut-être il a raison de se faire ridiculiser avec des gens qui n'ont rien compris. Comment tu peux te réunir avec des gens, on dit on va faire ça? Vous voyez son intervention à Dakar, c'était pas bête, hein? C'était très bon. Il parlait du bassin du lac Tchad. Même si les gens disent que nous aboyons ici, non, on aboie pour aller, oui, aussi on veut on aboie pour qu'on nous entende. C'est pas le problème. Parce qu'aller là-bas pour revenir faire les mêmes choses, je crois que vaut mieux de ne pas ton kérosène et de rester chez toi. Alors, merci en tout cas Noa Sadio. Nous sommes très nombreux, donc on va essayer d'aller très rapidement. D'abord, on va faire un tour du côté du standard, si Adrien est près de son côté. On va prendre quelques appels. Pas encore, on me signale-t-on. Eh bien, on va retourner l'antenne à N'Djamena. Virginia Bendima, vous poursuivez le débat. Alors, Monsieur Laman, vous pensez, si l'Afrique décide aujourd'hui de se retirer de la CPI, vous pensez que l'Afrique est capable de créer une cour à elle? L'Afrique a-t-elle les moyens de créer une cour propre à elle, par exemple? Merci Virginia. Je pense que dire que l'Afrique n'est pas capable de juger ses propres fils semble une utopie. L'Afrique a les compétences, elle regorge de compétences pour juger ses propres fils sur son sol. Prenons le cas du procès Habré qui se déroule actuellement à Dakar. Cela doit faire un cas d'école pour les dirigeants africains qui sont mis en cause. Et lorsque nous voyons ce qui se passe au niveau de la CPI, comme l'a dit le président Déby, c'est 2 poids 2 mesures. Ça veut dire quoi? L'impérialisme, qui est une domination sur le plan politique, militaire, économique, utilise aujourd'hui la CPI comme le bras séculier pour pouvoir mettre en difficulté les dirigeants africains. Et comme dirait Jean Haïti, c'est infantiliser l'Afrique. Nous avons les compétences avérées et je pense qu'il est même un impératif pour les dirigeants africains de se retirer de manière collective de la CPI. Parce que pris individuellement, nous ne sommes pas forts. Et nous allons suivre la feuille de route du Kenya qui a été déposée devant les chefs d'État lors du sommet, qui demande un retrait collectif de tous les pays africains de la CPI. Et la CPI, aujourd'hui, je veux paraphraser ce que l'autre Charles Blé Goudé a dit lors de son passage devant la Cour. Il a dit ceci: la CPI aujourd'hui laisse l'épervier volant en liberté, elle s'attaque à la poule, qui a d'ailleurs dispersé ses enfants, ses poussées sont dispersées. Et ce matin encore, j'ai suivi le président Ouattara qui disait aucun Ivoirien ne sera plus envoyé à la CPI. Mais attendons, c'est quelle comédie? Moi, j'appelle cela de la parodie de justice. C'est une justice de vainqueur et la CPI essaye de caricaturer. On prend Laurent Gbagbo comme le méchant, le despote, et Ouattara est le bon et le démocrate. Donc, je demande à nos dirigeants de ne pas faiblir, de ne pas du tout se désolidariser de cette volonté manifeste de quitter le pays d'une manière collective. Vous étiez en train de parler du procès de Hissène Habré. Vous savez que le procès de l'ex-président tchadien a coûté des milliards. Vous pensez que l'Afrique peut avoir ces moyens-là de juger les propres Africains ici en Afrique? Mais nous n'allons pas lésiner sur les moyens.
si nous voulons avoir une justice. Et ce n'est pas le moyen qui manque à notre continent. Et comme dirait le président Omar Bongo, il dit la France sans l'Afrique, c'est comme une voiture sans carburant. Nous avons les ressources et nous pouvons juger nos dirigeants ici sur notre continent. Pourquoi les envoyer à la CPI? Déjà, beaucoup des Africains estiment que les Africains eux-mêmes sont incapables de gérer une propre cour à eux. Et ils estiment donc que ceux qui commencent ces crimes-là sont eux les chefs d'État. Comment pouvez-vous faire apparaître un chef d'État, par exemple, devant un tribunal africain? N'est-il pas difficile? Le président Uhuru Kenyatta a défié la CPI. Il est allé en homme libre. Il a défié la CPI. Pensez-vous qu'il pourrait également défier la Cour africaine, par exemple? Je ne crois pas. Il l'a fait d'une bonne foi parce que c'est l'honneur quand même de sa nation qui est mis en cause. Et il est tout à fait normal qu'il aille se défendre. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, quant à se faire juger en Afrique, je crois que c'est légitime que nos dirigeants soient jugés ici sur le continent. Merci, Laman. Alors, Bachir, à vous le plateau. Bien, je reprends la fin de votre question pour relancer, pourquoi pas, d'Alvaris Goudjou. D'Alvaris, Virginie a posé une question très importante. Elle dit la plupart de ces chefs d'État qui sont, pour la plupart, généralement, j'allais dire, accusés et conduits à la CPI, s'il fallait mettre en place une justice africaine, est-ce que cette justice serait capable de juger ceux-là qui ont créé eux-mêmes la Cour? Pourquoi pas, Bachir? Pourquoi ne pas faire confiance au berceau de la civilisation qu'est l'Afrique? La civilisation des pharaons d'Égypte, la civilisation nubienne. Pourquoi ne pas faire confiance en elle? Et en plus, qui juge à la Cour de l'autre côté, à la CPI? Fatou Bensouda, elle est européenne, elle n'est pas africaine. Elle peut juger de l'autre côté. Elle est procureure, elle ne prend pas les décisions. Non, c'est ce que vous dites. Quand on dit que la Cour, par exemple, a un volet politique, ça veut dire qu'il y a des décisions politiques qui sont prises. Dans tous les cas, au début, dans son propos liminaire, elle fait clairement comprendre qu'il y a des décisions politiques qui vont être prises. D'accord. Je vais revenir à vous, d'Alvaris. Je me permets de vous couper juste pour rappeler à nos téléspectateurs qu'ils sont donc avec nous. On va commencer par le Cameroun. On va les satisfaire et je reviens tout de suite à vous. Allô, bonsoir messieurs. Vous nous appelez du Cameroun. On vous écoute. Vous votez et vous contribuez. Bonsoir, monsieur Bachir. C'est un plaisir de vous voir. Je vais voter, comme d'habitude, de façon symbolique, d'abord pour le président Gbagbo, et ensuite je voterai pour Robert Mugabe. Je voudrais dire bonsoir aux indépendantistes africains et bonsoir aux utilisateurs du franc des colonies françaises d'Afrique, monnaie qui permet de maintenir mon peuple et ses pseudo-dirigeants en esclavage. Très rapidement, je vais revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui au procès à la CPI de M. Gbagbo. C'est très important, je sais que ce n'est pas totalement le sujet, mais c'est très important. Voyez-vous, depuis plusieurs jours, il y a des bourdes, entre guillemets, des erreurs qui se produisent, c'est-à-dire qu'on diffuse des noms, on laisse comme si il y a une mauvaise organisation pour que tous les Africains puissent voir le procès. Et aujourd'hui, les noms de beaucoup de témoins ont été révélés, c'est-à-dire Mangou, Kasarate et autres. Le but recherché, à mon avis, c'est de dire, écoutez, ce procès va se dérouler à huis clos parce que ça met en danger beaucoup d'hommes en Côte d'Ivoire. Et connaissant les dirigeants génocidaires occidentaux, ils pourraient même faire assassiner une ou deux personnes de ce groupe de personnes citées et faire porter le chapeau aux indépendantistes africains ou à notre leader actuel qui est M. Laurent Gbagbo. Donc, je dis cela pour faire que leur stratégie échoue, pour qu'ils sachent que nous sommes informés, nous ne sommes pas dupes de ces bourdes. Pourtant, le procès est diffusé 30 minutes après le début de procès. Il y a le procès, on passe 30 minutes après, ils ont le temps de censurer tout ce qu'ils veulent, mais ils laissent fuiter cela et je pense que ça descend. Donc la semaine prochaine nous dira surtout que ce qui devait être diffusé aujourd'hui, c'est des éléments qui montrent par exemple le golf où M. Soro appelé le 16 décembre à attaquer la RTI par les armes. Vous voyez, ça devait être diffusé et dans cet élément, on voyait les militaires onusiens qui sont pour moi des terroristes alliés aux militaires de Soro, aux hommes de Soro pour attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, c'est quelque chose qui pourrait faire beaucoup de mal. Alors pour la CPI, parlant de la CPI, parlant de ce qui va être fait et que les chefs d'État vont quitter, peut-être les hommes comme le Mugabe, peut-être les hommes comme Zuma, peut-être, je dis bien peut-être,
Mais croyez-moi, un président ayant pour monnaie le franc des colonies françaises d'Afrique ne peut pas grand-chose. Regardez, Sassou Nguesso vient de recevoir Bensouda, alors que lui-même, il peut être poursuivi par la Cour pénale internationale. Vous voyez, c'est vous dire à quel point nous sommes contrôlés. Je veux dire, nos dirigeants, entre guillemets, nos pseudo-dirigeants, sont contrôlés par tout cela. Aucun d'eux ne peut penser que le franc CFA est une bonne chose pour eux. Mais pourquoi ils le conservent? Parce qu'ils sont liés. Ils savent qu'avoir l'armée états-unienne dans son pays, c'est dangereux pour leur population. Mais qu'est-ce que vous voyez? Il y a des États-Unis... Votre position, elle est claire, on peut vous comprendre. Et donc, vous, en tout cas, vous espérez que les chefs d'État vont aller au bout de ce qu'ils sont en train de nous dire aujourd'hui. On va prendre un autre appel. Bonsoir, monsieur, bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où et vous votez, vous contribuez. D'accord. Bonsoir à toute l'Assemblée, hein, c'est comme ça que je l'appelle. Je vais voter d'abord pour le président Idriss Déby et pour le vieux loup Robert Mugabe 2 fois. Sinon, par rapport au sujet qui nous préoccupe, je dois vous dire que pour moi il est clair que nos chefs d'État nous ont vraiment vendus, c'est le terme que je peux utiliser. Que les premiers aient été naïfs de ne pas comprendre ce qui se passait, ça se conçoit. Mais qu'on ait des jeunes chefs d'État ou bien tous ces chefs d'État qui sont là depuis 1950, qui ne comprennent pas le jeu, ça vraiment, ça me chagrine énormément. Alors, de quoi parlons-nous? Que ce soit l'ONU, que ce soit le FMI, que tous ces gens-là, leurs lois ne sont intéressantes que lorsque ça leur apporte beaucoup d'intérêt. Prenons le cas de Julian Assange. L'ONU a condamné la Suède et l'Angleterre, mais ces 2 pays ont carrément dit que les décisions de l'ONU c'était ridicule. Mais si c'est appliqué à l'Afrique, c'est tout de suite des bombes qui vont atterrir sur nos pays. Donc je dis, nos chefs d'État, doivent quitter la CPI, doivent quitter l'ONU. Sinon, si on veut rester à la CPI, que tous les pays, y compris les États-Unis, la France, l'Angleterre, participent à la CPI. De même pour l'ONU, si notre continent n'est pas représenté au Conseil de sécurité, qu'est-ce que nous faisons là-bas? Nous rentrons chez nous, ils ne nous auront jamais, puisqu'il n'y a que les membres, toutes les lois qui prennent ne s'appliquent qu'aux membres. Si nous n'étions pas membres, toutes ces sales lois qui nous appliquent ne se feront pas. Donc j'en appelle encore à nos chefs d'État d'être lucides, parce que nous les Africains, nous sommes déjà fatigués. Donc, merci à vous, monsieur, pour cet appel. Alors, le dernier de la série, ou la dernière, c'est une dame, Caroline, nous appelle des Pays-Bas. Bonsoir Caroline, on vous écoute. Allez-y, madame Caroline. Allez-y, madame. Vous allez voter. Allô? Alors, on n'a pas le retour de Caroline. Allô? Allô? On récupère l'antenne, s'il vous plaît. On va la rejoindre tout à l'heure. Ça va se faire. Alors, Dalvaris, que ce soit du côté du Tchad ou, je crois, du côté du téléphone, donc quand on parlait de l'intervention du président Alassane Dramane Ouattara, et quand on sait quand même qu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens, notamment ceux qui se sont opposés à lui, qui se retrouvent du côté de la Haye, on a quand même envie de se poser des questions. Je vais tout d'abord vous permettre d'écouter le président Ouattara, c'était à la sortie de l'Élysée, et on revient, avec la complicité de Roland Bomda, bien sûr. Président Alassane Ouattara, actuellement en visite en France, il était interrogé sur la procédure en cours à la Haye, où est jugé son prédécesseur, Laurent Gbagbo. Ses détracteurs dénonce le fait que des membres de son camp suspectés d'avoir aussi participé au massacre post-électoraux de 2010-2011 ne soient pas jugés à la Haye. Mais pour Alassane Ouattara, ce n'est pas nécessaire, la justice ivoirienne étant, selon lui, opérationnelle. Je vous propose de l'écouter. Ce n'est pas que je soutiens la CPI, je dis que je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI, puisque nous avons maintenant la capacité de les juger. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique, et cela, ce serait donc la meilleure option. Et le retrait de la CPI n'est pas la meilleure voie, puisque nous y avons adhéré librement.
Très bien. Alors, Dalvaris, réaction. Premièrement, rentrons dans les faits. Quand le président Ouattara prend le pouvoir, après la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire n'a pas ratifié le traité de Rome. Il envoie le président Gbagbo à La Haye, c'est pas ratifié, c'est après qu'il ratifie. Ben maintenant, comme il sait qu'il a mis ses adversaires en ordre d'état de nuit, il estime qu'actuellement, et lui et ses affiliés ne peuvent plus être envoyés à la CPI pour être jugés. En réalité, c'est pour se mettre un peu à l'abri. Mais nous pensons que cela est fallacieux parce que dans ses propos, l'on ressent clairement qu'il soutient la CPI. Mais nous pensons encore, il y a au moins 3 faits, Bachir, qui montrent clairement que l'Afrique doit sortir de la CPI. Je vais te rappeler. Ces propos ne cadrent-ils pas avec ce que l'Union africaine veut aujourd'hui? L'Union africaine veut sortir de la CPI. Le président Ouattara est membre aussi de l'Union africaine, je veux dire son pays, la Côte d'Ivoire, et il dit, ok, nous aussi, on ne veut plus envoyer nos fils à la CPI. Est-ce qu'on ne pouvait pas comprendre ça simplement comme ça? Ça, c'est un cas à gérer à part, Bachir. Pour dire quoi? Et le président Ouattara, actuellement, le président Gbagbo, nous sommes sur les faits. Le président Gbagbo, M. Blegoudé sont à la CPI pour être en train d'être jugés. Ils ont été dans un conflit où il y a eu antagonisme. Quand il y a antagonisme, pour que la vérité puisse éclater, il faudrait que les protagonistes puissent être opposés, qui est cette opposition-là. Mais actuellement, nous nous rendons compte que c'est une seule partie qui est en train d'être jugée à la CPI. Et malheureusement, est clairement à l'écart, à l'abri, à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Je disais ceci, compte tenu même d'un certain nombre de faits, les Africains ne devraient pas être membres de la CPI. Très rapidement, Bachir, je vais prendre 3 faits simples. Premièrement, depuis que la CPI a été créée en 1998, toutes les enquêtes ont été dirigées sur le continent africain et contre les Africains, au nombre de 13 enquêtes. Ça, c'est un fait. Mais deuxièmement, les Africains ne peuvent pas attendre qu'il y ait une réelle justice à la CPI. Pourquoi? Prenons par exemple la modalité que l'on utilise pour choisir les juges à la CPI. Figurez-vous, pour choisir les juges font pratiquement une campagne électorale. Les juges vont de pays en pays faire leur campagne. Et vous savez, dans une campagne, il y a des tractations. Ça veut dire, je vous soutiens, vous allez me soutenir de telle ou telle manière demain. C'est un secret de Polichinelle. Est-ce que c'est pour dire que la Cour est plus politique que juridique? Oui, elle est plus politique que juridique dans la mesure où Ben Souda, c'est un secret de Polichinelle du fait où elle était à Paris. Elle a demandé le soutien de la France pour qu'on puisse la nommer procureur à la CPI. Et n'oublions pas, la plupart des juges à la CPI ne sont pas des juristes de formation, ne sont pas des juristes de carrière, pardon. La plupart ne sont pas juges depuis longtemps. Beaucoup sont des anciens d'université, beaucoup sont des diplomates. Mais pour ceux qui connaissent un peu le monde de la diplomatie, en réalité, sont beaucoup plus des espions. Mais à côté de cela, les juges font la campagne des ONG. Parce que n'oublions pas qu'à l'origine, ce sont les ONG qui ont fait une certaine pression que l'on puisse mettre en place sur la CPI. Lesquelles ONG, Transparency International, la FIDH, Human Rights Watch, etc., que nous savons clairement que ce sont les officines qui sont mises en place pour propager l'impérialisme de par le monde. Mais pour terminer, et c'est le volet qui est plus agaçant dans le cadre de la CPI, c'est que, Bachir, figurez-vous, depuis la création de la CPI, depuis 2002 jusqu'en 2015, la CPI a fonctionné un budget de 1,13 milliard d'euros, à peu près 734 milliards de francs CFA. La plupart des États contributeurs sont entre autres la France, l'Angleterre, l'Allemagne et le Japon. Mais figurez-vous, les États africains sont aussi des financiers de la CPI, ce qui est aberrant. Donc sur le continent africain, quand il n'y a pas des hôpitaux, quand il n'y a pas assez d'écoles, quand il n'y a pas assez de routes, des personnes trouvent le stratagème. Est-ce que la France a ratifié le traité de Rome? Juste pour savoir. Oui, la France a ratifié. Est-ce que la France fait encore partie de la CPI? En réalité, oui. Pourquoi? Et ce qui nous renvoie encore au cas ivoirien. Est-ce que la France serait prête à faire juger ces fils à la CPI? Prenons un exemple simple, le cas ivoirien. La France était membre, partie prenante du cas ivoirien, et par la force Licon, et par le président Sarkozy, et par les militaires. Mais de nos jours, c'est un seul camp qui est dans le bord des accusés. Parlons un peu des États-Unis. Est-ce qu'ils contribuent aussi au fonctionnement de la CPI? Très très bonne question. Oui. Mais les États-Unis n'ont pas ratifié le traité. Mais si c'est une si bonne chose, pourquoi les États-Unis ne ratifient-ils pas le traité? Oui, globalement, ils financent dans la mesure où, vous savez, une partie considérable du budget, la CPI est plus ou moins liée aux Nations Unies. Or, une partie importante du budget des Nations Unies sont financées par les États-Unis. Je finis en disant ceci. Une partie très importante des frais de fonctionnement de la CPI viennent de l'Afrique. Quand nous n'avons pas d'infrastructure en Afrique, nos dirigeants trouvent un stratagème pour trouver de pouvoir prendre l'argent du pauvre contribuable africain pour aller financer le fouet avec lequel on va les traîner comme des animaux de par le monde. Et donc on veut que cela finisse. Merci en tout cas Dalvaris. On va prendre un dernier appel et on prend un autre panéliste et on retourne à Djamena. Je crois que c'est Adama Dia de la Libye.
Oui, Adama Dia, me signale-t-on. Bonsoir, Adama, on vous écoute. Vous votez, vous contribuez. Très bien. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, chers Africains. Écoutez, je vote Idriss Déby, je vote Idriss Déby. Je vote des hommes forts. Bon, le problème, c'est que là,